Donc les États-Unis sont loin d'être un donneur de leçons en matière des droits de l'homme, comme d'ailleurs ils le prétendent eux-mêmes, et tentent de se présenter ainsi. Oui, alors ils ont toujours utilisé ça comme une sorte d'argument de vente pour faire la promotion de leur pays. Et peut-être à un moment ça a fonctionné pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand ils étaient en rivalité avec l'Union soviétique, ils avaient une certaine retenue dans la violation des droits de l'homme, hein, puisqu'ils ne voulaient pas paraître pire que leur rival. Bon. Et que par ailleurs, ils avaient à un moment donné la capacité de masquer ce qu'ils faisaient. Ça ne s'apprenait qu'avec retard. Pierre d'Ortiguier a souligné le travail d'historiens sur le sujet. C'était plus des historiens que des journalistes qui mettaient ça en évidence. Bon. Mais là je pense qu'il faut donner une petite explication aux téléspectateurs en fait. Parce que nous ne réagissons pas forcément de la même manière dans la culture occidentale et dans la culture islamique. Dans la culture occidentale, bon, nous voyons tous ces crimes, tout ça, et nous ne cherchons pas plus loin. Pour nous, c'est tellement effrayant quand vous savez que, par exemple, les enlèvements et les tortures perpétrées par l'administration Bush, ce n'est pas simplement Guantanamo. Nous savons que sur la période, les 8 ans de M. Bush, c'est plus de 80 000 personnes qui ont été enlevées dans le monde et qui sont passées dans ces centres de torture. Donc nous voyons ces choses-là et ça nous suffit. Pour vous, en tant que musulman, il y a autre chose. Vous êtes toujours heurté par ce double langage, par cette hypocrisie qui fait qu'on fait une chose, on dit le contraire. Et pourquoi ? Parce que dans la culture musulmane, on peut pardonner les crimes les plus atroces à la condition que les gens cherchent à s'améliorer. Mais celui qui tient un double langage manifeste son endurcissement. Il manifeste qu'il ne veut pas changer. Voilà. Donc, je comprends que cette question de ce double langage vous tienne particulièrement à cœur. Et peut-être nous ne faisons pas assez attention à ça. Que les États-Unis ne sont pas simplement un empire qui a commis des crimes, c'est un empire qui, par son attitude, exprime qu'il a l'intention de continuer. Donc, vous tirez un constat d'échec, un bilan désastreux en matière de la situation des droits de l'homme aux États-Unis. Mais c'est un bilan désastreux de notre point de vue, mais pas du leur, puisque leur but n'est pas de respecter les droits de l'homme. Leur objectif, c'est un objectif impérial. Donc ça, à partir du moment où on s'est donné cet objectif, ça a des conséquences. Ils veulent dominer le monde, donc ils écrasent les gens partout, donc ils violent les droits de l'homme partout. Il n'y a que nous que ça choque, pas eux. Eux, ils sont choqués que tout d'un coup, on les pointe du doigt. Parce qu'ils voudraient pouvoir commettre ces crimes et en plus avoir la bonne conscience. Non, ça n'est pas possible. Alors, ceci étant dit, quel sera le type de rapport avec cet impérialisme américain, bien sûr, avec les autres membres de la communauté internationale? Parce que là aussi, il y aura des conséquences, M. Messon, bien sûr. Oui, il y aura des conséquences, mais je pense que là, ce qui vient de se passer, c'est qu'un verrou vient d'être ouvert. Jusqu'à présent, personne n'osait mettre en accusation la puissance militaire la plus importante du monde, avec un avantage tellement considérable que c'est une puissance qui terrorise l'ensemble des gouvernements. Donc voilà, tout le monde se taisait. Il y a 4 ans, la Chine, pour la première fois, a commencé à éditer un rapport annuel sur les droits de l'homme aux États-Unis. Donc c'était un premier pas, mais un pas qui restait au niveau de la communication, parce que la Chine n'a pas déposé ce rapport devant les Nations Unies. Elle le diffusait par ses différents médias, mais elle n'en faisait pas un outil de droit. Et dans ces rapports, la Chine se concentrait sur le problème des violences policières, du racisme,
les problèmes d'alimentation aux États-Unis, d'extrême pauvreté, ces choses-là. Et simplement dans son dernier rapport, la Chine a commencé à aborder le problème de Guantanamo et des prisons secrètes. Là, ce qui vient d'être fait, c'est que nous sommes rentrés dans le domaine juridique et que les institutions internationales, également dominées par les États-Unis, sont utilisées pour mettre en cause ces mêmes États-Unis. Ça, c'est une nouveauté. Il y a toutes sortes de protections que les États-Unis se sont données à eux-mêmes dans le système onusien, et je ne doute pas qu'ils sauront faire fonctionner tout ça pour que ça n'aille pas trop loin. Mais leur légitimité est maintenant en cause. Et puis ça va aller de plus en plus loin. Là, on commence sur la question de l'Afghanistan et de l'Irak. Bon, c'est pas simplement que sur leur passage, probablement 1 million de personnes ont été tuées. C'est pas simplement ça. C'est le fait que leur présence même était illégitime. Et donc, à ce moment-là, c'est pas le fruit de combats, etc. Ils sont responsables de la totalité du désastre. Et puis, nous allons bientôt ouvrir d'autres débats. Il va y avoir la question de la manière dont les États-Unis manipulent des gouvernements, des États dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est que ce système échelon qui permet d'espionner tous les gouvernements du monde et de modifier tous les rapports économiques partout? Donc avec les conséquences que certains perdent de quoi manger, tandis que d'autres s'empiffrent, comme on le voit sur nos écrans de télévision. Il va y avoir la question de savoir ce que c'est que des systèmes comme le Gladio en Europe, c'est-à-dire des organisations secrètes installées dans les ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni, qui manipulent des élections, qui assassinent des dirigeants politiques, qui orientent l'avenir de différents États. Et alors là, encore une fois, pour le moment, les journalistes ne faisant pas leur travail en Occident, nous ne connaissons pas les choses au fur et à mesure, mais les historiens nous ont sorti des documentations absolument incroyables sur tout ça au cours des 60 dernières années. Donc ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité largement documentée, sauf pour les 10 dernières années. Mais ça, voilà, nous allons rentrer maintenant dans le cœur du débat, la manière dont l'impérialisme s'exerce, pas simplement par la voie militaire, mais partout dans le monde par la voie secrète. Monsieur Messon, quel sera l'impact de la récente victoire des Républicains aux élections de mi-mandat sur cette violation systématique des droits de l'homme par les États-Unis? Aucune conséquence. Il n'y en aura aucune. Parce que... Même une aggravation. Non, mais je ne sais pas. Ceci n'a pas de rapport. Les États-Unis nous font une mise en scène d'une prétendue démocratie chaque fois qu'on regarde dans le détail. Ça n'est pas une démocratie, mais alors pas du tout. Et ils font l'alternance entre deux équipes. Bon, voilà. Alors savoir si on va être torturé par George Bush ou torturé par les hommes de Barack Obama n'a absolument aucune importance. Savoir si la prochaine guerre sera faite sous étiquette démocrate ou sous étiquette républicaine n'a aucune importance. Le mal est beaucoup plus profond que cela. Et peut-être là, quelque chose vient de se déchirer en fait. Vous voyez, il y a 1 an, on nous disait Barack Obama, prix Nobel de la paix. Quelle imposture, hein, quelle imposture. Aujourd'hui, nous pouvons dire Barack Obama, prix Nobel des violations des droits de l'homme. Voilà. Donc, prix Nobel de la guerre. Prix Nobel de la guerre, prix Nobel de la torture, prix Nobel de la famine dans le continent noir. Voilà, regardez, M. Obama se déplace actuellement en Asie. Ouais. Il pensait être acclamé partout comme un sauveur. Hein, et les pays qu'il visite ne sont pas ceux qu'il a le plus détériorés. Mais même dans ces pays-là, il y a des manifestations partout contre lui. Ouais. Parce que les gens commencent à voir la réalité.
Encore une fois, pendant la guerre froide, les choses étaient masquées par ce dialogue. Et puis après, il y a eu depuis 1991 nous avons vécu dans une sorte d'illusion en imaginant que une fois que l'Empire soviétique avait disparu, les problèmes avaient disparu avec. Eh bien non, les problèmes ont resté parce qu'il restait l'autre empire, l'empire états-unien. Et de même que l'imam Khomeini avait vu à l'avance la chute de l'Empire soviétique et les raisons de sa chute, parce que beaucoup de gens ont pronostiqué cette chute, mais lui seul a bien expliqué quels étaient les ressorts de cette chute. Eh bien, de la même manière, nous pouvons, en suivant son analyse, pronostiquer la chute prochaine de l'Empire états-unien. De toute manière, ce système ne peut plus durer, non seulement à cause de sa cruauté, mais parce qu'il ne fait plus illusion. Et donc, il n'y a plus de consentement nulle part à ce système.